C'est notamment la question qui court le long du fil rouge du dernier livre, du livre qui va paraître de Natacha Polony du Sein de la France. Natacha, tu as la parole. Aussi brièvement, puisque là je voudrais que... Parce que je pense que l'essentiel, quand on parle de débat, est en effet de donner à tout le monde la possibilité de s'exprimer. Il y a un autre point qui, disons, génère chez moi un regret, c'est que là, nous sommes entre nous. Nous sommes entre gens de bonne compagnie, finalement, nous avons des débats, nous ne sommes pas d'accord, certains ont un peu tendance à ostraciser les autres, mais finalement tout va bien, on est capable de parler. Ceux qui sont réellement ostracisés ou criminalisés ne sont pas là. Or, moi, je ne suis pas d'accord avec eux, je n'ai pas la même conception de la République, des Lumières, de l'islam, mais je peux en discuter, et j'aurais aimé en discuter, ne serait-ce qu'avec quelqu'un comme Éric Zemmour, avec qui je peux avoir des débats sur la question des Lumières, parce que moi, je me réclame des Lumières et de la République. Voilà. Mais ça vaut le coup de pouvoir débattre, et il est dommage de finalement se retrouver entre nous et entre gens qui sont plus ou moins fréquentables. Voilà. Deuxième chose. Je me suis dit d'ailleurs que ça commençait très très bien tout à l'heure, parce que j'ai entendu Laurent Geoffrin, et je me suis dit, mais c'est formidable finalement. Merci Laurent Geoffrin, nous sommes d'accord, puisque, en effet, j'estime par exemple que l'islam est multiple et qu'il y a eu des œuvres absolument extraordinaires et qu'il existe aujourd'hui des musulmans laïcs qui se battent et qu'il faut soutenir, que l'islam est parfaitement compatible avec la République. Je suis pour l'intégration, pas pour l'assimilation. J'estime que l'intégration permet à la France d'être un pays multiethnique, pas multiculturel, mais multiethnique, depuis des décennies, formidable. Donc tout va bien. Et puis j'ai entendu Jacques Julliard. Jacques Julliard qui disait, le problème aujourd'hui, c'est qu'il s'agit de débusquer l'adversaire. On lit entre les lignes. Il avait prononcé cette phrase, l'adversaire n'est pas un imbécile, c'est un gredin. Donc on va essayer de percevoir derrière ce qu'il dit les choses malsaines qu'il cache hypocritement. Et là je me suis dit, ça me concerne peut-être. Zut alors. Je crois défendre la République, je crois défendre les Lumières, je crois défendre l'humanisme et la France comme héritière de cet humanisme. Et peut-être qu'en fait, entre mes lignes, on doit pouvoir lire des choses beaucoup plus vicieuses. Alors, cette propension à débusquer, cette propension à faire des listes aussi, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle est née en 2002, il n'y a pas de hasard. En 2002, un auteur, Daniel Lindenberg, a écrit un livre en septembre 2002 qui s'appelait « Le rappel à l'ordre ». C'est très juridique, hein, « Le rappel à l'ordre ». Et c'est sur les nouveaux réactionnaires. Il y avait déjà des noms qui aujourd'hui sont cités. Il y avait Philippe Elcroth, il y avait Manon, il y avait Marcel Gauchet. Des gens qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui étaient tous mis dans le même sac de ceux qui ne pensaient pas bien. Ça a commencé à ce moment-là, le mot réactionnaire. Réactionnaire, originellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire contre-révolutionnaire, qui rêve de revenir à l'ancien régime. Marcel Gauchet, rêve-t-il de revenir à l'ancien régime? Je n'avais pas remarqué en lisant. Mais bon. Mais c'était la thèse. Et depuis, elle court. Alors elle a explosé en de tas de journaux. Le Point faisant des unes sur les néocons, les néoréacs, etc. Libération, Le Monde. Il s'agit de faire des listes. C'est curieux, cette habitude en démocratie de faire des listes. Pourquoi 2002? Parce qu'il y avait eu le 21 avril 2002. Parce que tout à coup, un monde s'était écroulé. Et qu'il s'agissait de comprendre, non pas d'ailleurs de comprendre, mais de désigner les coupables. La faute à qui? Mais en fait, il ne faut pas s'arrêter au leurre de 2002. Parce que 2002 et l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle, ça n'est qu'une conséquence. Ça n'est qu'une conséquence de tous les débats qui ont eu lieu dans la décennie précédente. C'est-à-dire la décennie qui va de 92 à 2002, la décennie qui a suivi Maastricht, la décennie où il y a eu, on l'a tous oublié, c'était il y a 20 ans, les grandes grèves de 95, et ce mouvement qui nous racontait aussi le sentiment de dépossession de tous ceux qui voulaient croire encore en un modèle social français, et qui voyaient ce monde s'écrouler. Il y a eu des débats intellectuels, à l'époque il faut relire, par exemple les textes de Cornelius Castoriadis. J'ai le souvenir d'une interview dans l'événement du jeudi, à l'époque, l'ancêtre de Marianne, où il expliquait que quand on explique au peuple qu'il n'y a qu'une seule politique possible, quand cette politique passe
par une construction européenne libérale, toujours la même, eh bien il ne faut pas s'étonner de se retrouver avec un chômage de masse et avec des peuples mécontents et qui ont l'impression qu'on aura tout décidé à la démocratie. C'était il y a 20 ans. On en est toujours au même point. Pourquoi? Parce que les accusations, quelles sont-elles? Déclinistes, par exemple. Mais s'il s'agit de dire que le monde qu'on nous propose aujourd'hui, le monde qu'on veut nous vendre avec la politique qui est menée, mène la France au déclin, mène cet idéal républicain et cet idéal des Lumières au déclin, alors oui, je suis décliniste, oui, en effet, je ne considère pas que ce soit une amélioration que d'abandonner l'idéal humaniste et l'idéal des Lumières. Non, je ne le crois pas. Et non, je ne crois pas que ce soit une fatalité, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a d'autres politiques possibles. Si c'est cette décliniste, bon d'accord, je veux bien, mais je n'avais pas l'impression que c'était ça. Mais surtout, quand on a vu ces débats sur les intellectuels naître, ces débats sur alors est-ce qu'on a accusé l'islam, l'immigration, tout ce qu'on veut, tout ça semblait très artificiel, et puis petit à petit a surgi un mot, comme ça, un peu partout dans les éditoriaux, dans les vôtres, Laurent Geoffrin par exemple, le mot souverainisme. Et c'était ça le mal, souverainisme. En fait, tous ces intellectuels avaient un point commun. Lequel? Le souverainisme, moi, c'est un mot que j'assume. Il a couru d'ailleurs dans tous les débats. Mais souverainisme, ça veut dire quoi? Ça nous parle du peuple souverain. Mais c'est l'essence même de la Révolution française et de la République. C'est quelque chose de magistral d'expliquer que tout à coup, le peuple n'a plus quelqu'un au-dessus de lui, un souverain qui lui dicte son destin. Il est son propre souverain et il va décider de son destin. Alors ça implique deux choses. Ça implique d'abord la souveraineté de la nation. Et l'enjeu est essentiel. Et quand Jacques Généreux tout à l'heure a parlé fort bien des questions économiques, que nous a-t-il dit? Il nous a dit qu'en effet, on ne peut pas penser ces enjeux économiques en dehors d'une souveraineté de la nation. Tout cela est lié, la lutte des classes, aujourd'hui, elle se joue aussi à ce niveau-là. Et puis, c'est aussi la souveraineté des individus, parce que ça s'articule. Souveraineté des individus, c'est-à-dire des citoyens doués d'un libre arbitre et qui sont capables d'exercer leur rôle de citoyen, qui peuvent choisir en toute connaissance de cause. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a l'école. La puissance publique doit l'instruction au peuple pour émanciper le peuple, pour qu'il puisse exercer son rôle de citoyen. C'est ça, la souveraineté. Et c'est pour ça que la question de l'école est aussi centrale. Et comme c'est curieux, c'est aussi une des questions sur lesquelles on se fait traiter de réactionnaire depuis des années, quand on a le malheur de dire qu'en effet, aujourd'hui, l'école de la République a été abandonnée au profit d'une production de futurs employés adaptables à la société consumériste. Parce que c'est ça qui se joue dans les écoles, qui sont des écoles de droite comme de gauche, parce qu'elles vont dans le même sens, c'est-à-dire le sens qui est celui de l'enseignement par compétence, un mot qui vient du management, et il n'y a jamais de hasard dans l'enseignement. Alors, est-ce que c'est un cri de penser que ce monde-là ne nous convient pas? Moi, il ne me semblait pas, parce que je crois profondément à la politique, c'est-à-dire et à l'essence de la politique, qui est de changer la vie. C'est un vieux slogan, moi j'ai grandi avec ça, quand j'étais petite, en effet, la politique c'est de changer la vie, et donc de croire qu'il y a une alternative, qu'il y a une alternative en matière économique, qu'il y a une alternative en matière politique, et que tout cela se délibère en commun. C'est ce que nous faisons, et ça s'appelle la démocratie. Dernier point, et il a été évoqué par Laurent Geoffrin comme quelque chose, comme un des points qui serait absolument cruciaux, et d'ailleurs Alain Gérard Slama en a parlé aussi à sa manière, la question de l'identité. Alors ça, c'est une question aussi, preuve tout de même qu'on peut être réactionnaire si on veut, et tout de même évoluer. En 2002, par exemple, il n'était absolument pas question de cette problématique d'identité. Il y avait des débats sur la nation, il y avait des débats sur la laïcité, elle intéressait peu de monde. Ni les anti-réactionnaires, ni le Front National, ni personne. On était très seuls. Il y avait Catherine Kitzler, toute seule, qui se battait pour défendre la laïcité à cette époque-là. Moi, je la lisais avec admiration. Il n'y avait pas grand monde. Aujourd'hui, la laïcité a été touchée du doigt par le Front National, donc il est devenu impossible d'en parler sans être, évidemment, un idéologie du Front National. Mais cette question de l'identité n'émergeait pas. 2002, encore une fois, il n'y a jamais de hasard, c'est aussi l'année de parution d'un livre
Les territoires perdus de la République, qui racontait justement les reculs de la laïcité dans certains établissements scolaires en France. La montée de l'antisémitisme, Ben Laden à l'époque qui était un héros chez certains jeunes. Ces professeurs ont alerté, ils ont été traités de racistes, de communautaristes, tout ce qu'on a vu. Ils mettaient le doigt sur quelque chose d'essentiel. Les collégiens dont ils parlaient à l'époque ont aujourd'hui une trentaine d'années. C'est la génération des frères Kouachi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont passé 12 ou 13 ans sur les bancs de l'école française, qui sont français, pleinement français, et qui sont capables de prendre une kalachnikov et d'aller tuer des dessinateurs, des juifs qui font leur course dans un supermarché, des policiers de la République française, quelle que soit leur confession. Il y avait même eu, 3 ans avant, Mohamed Merah. Mohamed Merah, pareil, 12 ou 13 ans sur les bancs de l'école française. Il est français, Mohamed Merah. Et il se reconnaît tellement peu dans les valeurs de la France, dans l'identité de la France, qu'il est capable de tuer des militaires d'origine maghrébine et des enfants juste parce qu'ils sont juifs. Ça, c'est notre échec. Ça devrait nous obséder. Et ça nous oblige à nous demander ce que sont nos valeurs communes, ce qu'est la France, comment nous la transmettons. Pourquoi on peut passer 12 ou 13 ans sur les bancs de l'école française et détester à ce point ce qui fait notre environnement, notre mode de vie, que l'on peut tirer à bout portant dans la tête d'une petite fille parce qu'elle est juive. Voilà. Donc il me semble en effet que cette question de l'identité est une question cruciale. Ça ne veut pas dire qu'on estime que l'identité est figée. Au contraire, il s'agit de penser ce qui va nous réunir tous ensemble, d'où que nous venions, quelles que soient nos origines, parce que c'est ça la République française, je le disais, elle est multi-ethnique. On n'a pas besoin d'origine, on n'a pas besoin de religion. En revanche, on se reconnaît dans des valeurs et on se reconnaît dans ce que Ernest Renan, parce que moi, ma conception de la nation, c'est pas celle de Maurras ou de Barrès, c'est celle d'Ernest Renan. C'est bien, on se reconnaît dans quelque chose qui n'est pas linguistique, ethnique, mais qui relève de la volonté politique couplée avec ce qu'il appelait un legs de souvenirs. Oui, nous portons un héritage. Comment on transmet cet héritage à ceux qui viennent d'ailleurs pour que justement il soit pleinement intégré? Mais il me semble que c'est une question cruciale. Ça fait partie des questions qu'il faut poser. Est-ce que c'est un crime de les poser? Est-ce qu'on est immédiatement soupçonnable? J'espère bien que non. Alors je pense que tous ces points-là, nous devons les poser, et nous devons les poser dans leur plénitude. Heureusement, les sujets économiques, les sujets juridiques ont été abordés aussi. Pourquoi? Parce que, je le répète, tout cela est lié. C'est notre conception à nous du droit, de la nation, de l'humanité en général, de la liberté humaine qui sont en jeu aussi bien dans toutes ces questions d'intégration que dans la négociation, par exemple, du traité de libre-échange. Ça aussi, c'est un enjeu crucial, parce que ce sont nos normes, ce sont nos lois qui vont se décider dans les décennies à venir. Et c'est de tout cela qu'il faut parler, mais si on peut en parler en évitant les soupçons, en évitant la diabolisation, alors nous aurons réussi quelque chose qui est très simple. Faire de la démocratie et de la politique, c'est-à-dire inventer un destin commun qui ne soit pas l'acceptation bête de ce qui existe et qui est en fait un pouvoir et une aliénation.